Monsieur le consul général, je vous laisse peut-être présenter cet événement. Merci beaucoup Marie et bienvenue à tous dans cette nouvelle édition donc, du Café des Sciences organisé par l'équipe scientifique du consulat général ici à Chicago. Moi je suis le consul général de France à Chicago, je m'appelle Yannick Tagan et je suis heureux de vous proposer avec Marie Poirot, donc du service pour la science et la technologie ici à Chicago, un café des sciences qui consiste cette fois en une discussion avec Wenceslas Marie-Sainte, qui est basé à l'université du Wisconsin, en tout cas pas physiquement en ce moment, mais qui est rattaché à l'université du Wisconsin au site de Madison. Le Café des Sciences, ce sont des événements réguliers qui sont organisés par le service scientifique de l'ambassade en lien avec les postes consulaires. Ce sont des événements tout public qui permettent d'aborder de manière accessible des sujets scientifiques extrêmement complexes, extrêmement pointus. Ils ont aussi naturellement la vocation d'être un espace d'échange. Et donc, je remercie tous les participants et tous ceux qui participeront à cette conversation. Ces cafés des sciences, ils ont lieu grâce aux chercheurs français qui sont présents aux États-Unis ou qui travaillent, grâce à la qualité de leurs travaux, grâce à leur disponibilité aussi pour animer ces cafés des sciences. Donc merci à eux et merci tout particulièrement donc, pour la session d'aujourd'hui à vous, Wenceslas. Il y aura deux sujets au cœur de cette discussion aujourd'hui avec notre invité qui donc n'est pas à Madison, mais qui est actuellement en Antarctique, sur un tout autre fuseau horaire. D'abord, il nous parlera de ses recherches qui portent sur la détection des neutrinos, qui sont des particules extrêmement difficiles à détecter et tellement difficiles qu'on les appelle des particules fantômes. C'est un des grands mystères de l'univers encore, je crois, et pas par la taille des particules, mais néanmoins peut-être par les défis qu'ils nous posent, et donc particules qui sont traquées par IceCube, où vous trouvez en ce moment Wenceslas. Alors, vous nous parlerez aussi de ce qu'est la recherche en Antarctique, et dans des conditions aussi difficiles, et je crois que c'est un sujet extrêmement important, un sujet sur lequel il y a pas mal de chercheurs français qui ont des choses à dire. On est ravis que vous puissiez en faire partie, vous inscrire dans cette longue lignée aujourd'hui. Ça va nous permettre, je pense, de découvrir des aspects relativement méconnus de la recherche. Donc, je suis ravi parce qu'on profite pleinement de ces cafés des sciences via Zoom. Ça nous permet d'avoir des gens qui sont depuis le terrain, depuis l'autre bout du monde. Néanmoins, j'espère que dans les prochaines éditions, nous pourrons nous retrouver en présentiel pour poursuivre ces échanges. Moi, je vais m'arrêter là et je vais laisser la parole à Marie, que je remercie à nouveau, qui va présenter plus précisément ce Café des Sciences et qui va animer la conversation. Je vous souhaite un excellent Café des Sciences à tous. Merci, monsieur le consul, pour la présentation. On est très heureux d'accueillir notre intervenant d'aujourd'hui, Wenceslas Marie-Sainte, qui est ingénieur spécialisé, mais aussi habitué des missions polaires, d'après ce que j'ai cru comprendre. Il va nous parler à la fois de sa mission et puis de la recherche scientifique en Antarctique. Donc, merci d'avoir accepté notre invitation et d'avoir pu vous joindre à nous depuis aussi loin. Simplement pour le dérouler, il va y avoir une partie présentation et on aura ensuite un moment d'échange de questions-réponses. Donc, vous aurez la possibilité soit de poser vos questions directement dans le chat, auquel cas je pourrais les lire à voix haute, soit de les poser directement en activant votre caméra et votre micro. On vous demande simplement d'attendre la fin de la présentation pour le faire, évidemment. Voilà, donc sans plus tarder, Wenceslas, je vous laisse la parole et je vous laisse présenter. Merci, merci à Marie pour cette présentation et merci aussi au Consul de France à Chicago pour cette belle présentation des Cafés des Sciences. Alors, je vais vous partager ma présentation. Est-ce que c'est bon, c'est bien visible? Oui, c'est bien visible. Alors, bonjour à tous et merci d'être présents pour cette petite présentation qui, j'espère, ne sera pas trop ennuyeuse. Tout d'abord, je voudrais remercier le Consulat de France à Chicago de m'avoir invité pour ce Café des Sciences. Je suis très, très heureux de participer.
et j'espère vous faire partager un de mes projets de recherche sur lequel je travaille ici, en Antarctique, au pôle Sud. Donc, je m'appelle Wenceslas Marie-Sainte, je suis assistant de recherche en astrophysique pour le Wisconsin Astrophysical Particle Center de l'Université du Wisconsin à Madison aux États-Unis. Et je travaille pour un programme de recherche qui s'appelle IceCube Neutrino Observatory. Alors, pour vous donner déjà un petit glimpse de mon parcours, parce que je pense que des fois, ça intéresse quelques personnes qui passent dans le coin. Alors, je suis un Français de Bretagne qui, qui a commencé ses études à Rennes et qui ensuite est parti en collaboration avec la Roumanie à faire une licence en télécommunications. Et grâce à ça, en fait, j'ai eu la chance de partir un an dans les terres australes et antarctiques françaises, dans l'archipel de Crozet, pour travailler en géophysique et donc principalement en électronique, en fait, mais appliqué à la géophysique et à la biologie marine. Donc, je travaillais en sismologie, en géomagnétisme et aussi en suivi de population de manchots grâce à des petits robots qui se baladaient dans la manchotière donc de l'archipel de Crozet. Ensuite de ça, j'ai décidé de reprendre mes études pour repartir en Antarctique. Quand on a le virus, c'est pour longtemps. Donc, je suis reparti dans la petite bourgade bretonne pour refaire une licence un peu plus spécialisée, un master, puis ensuite une école d'ingénieur, l'INSA de Rennes, ce qui m'a donné la possibilité de travailler ensuite au centre spatial à Toulouse sur des domaines de suivi de population de riz, de suivi de pousses de riz, désolé, dans la zone du Mékong, donc au Laos, au Vietnam et au Cambodge, donc toujours dans l'étude des géosciences en fait. Et ensuite de ça, l'Antarctique était resté un peu dans ma tête, du moins le monde polaire, et j'ai eu la chance de partir, d'être l'un des 12 participants de la mission numéro 16 de 2022 sur la station franco-italienne de Concordia, qui est une magnifique expérience. Travailler aussi en géophysique, donc sismologie, géomagnétisme, physique de l'atmosphère, et aussi en recherche d'exoplanètes, donc de planètes qui sont dans notre galaxie, mais pas dans notre système solaire. Cette année, je suis l'un des 44 participants de la mission de Amundsen Scott au pôle Sud. Donc, je suis sur la station américaine, donc il n'y a pas de Français à part moi. Je dois être le troisième, je crois que je suis le troisième Français à hiverner sur cette station. Donc, plusieurs sont déjà venus, mais hiverner à passer un an ici en Antarctique au pôle Sud, je suis le troisième francophone. Alors, quand on parle d'Antarctique, généralement, on pense à ce grand morceau de glace très très éloigné de nos terres, et on a un peu cette idée que c'est soit, on a un peu du mal à visualiser. Il faut savoir que c'est la taille de l'Australie, de l'Europe ou des États-Unis, donc c'est assez grand, c'est très très peu peuplé, si peu peuplé qu'en fait il n'y a pas de village, il n'y a pas de ville, il y a juste des stations de recherche en Antarctique, donc il y a à peu près une centaine de stations de recherche. Il y en a 50 qui sont permanentes, c'est-à-dire qui sont hivernantes, qui passent l'hiver. Et il y en a 50 qui, à peu près, qui ne font que l'été, donc ils sont ouverts que 4 mois dans l'année. Ici, on est complètement isolé. Donc, vous voyez en bas à gauche, donc Amundsen Scott South Pole, c'est où je me trouve, sur le pôle sud géographique. Et nos premiers voisins, en fait, sont en Vostok, les Russes, ou les Américains de McMurdo, ou les Argentins de Belgrano. Il faut savoir que si on a à peu près la même distance aux États-Unis, vous vous trouvez à Chicago ou Madison, dans le Wisconsin, et vos premiers voisins sont à New York, en fait. Alors, quand on parle de l'Antarctique, il faut savoir que c'est assez spécial. Ce n'est pas n'importe quel territoire. On entend beaucoup de choses sur l'Antarctique, un peu fantasmées. L'Antarctique n'appartient à personne. Donc, on sait que la France a un petit morceau qui s'appelle la Terre Adélie. Aujourd'hui, ce n'est plus un territoire, mais c'est une revendication. Et en fait, en 1957, plusieurs pays ont décidé de ne pas être d'accord ensemble, ce qui est assez merveilleux. En pleine guerre froide, 12 pays ont décidé en fait de signer un traité qu'on appelle le traité de Washington et de dire voilà, on n'est pas d'accord, mais on veut la paix sur ce continent. Donc, on va geler toutes les revendications. La France a sa revendication qui est bien notée, donc la Terre Adélie, tout comme les Australiens ou les Néo-Zélandais. Et on va geler toutes les revendications et on va faire de ce territoire un territoire dédié à la paix et à la recherche. Donc, tout le monde a le droit de venir en Antarctique, avec ou sans visa, il n'y a pas de visa, et puisque ce territoire appartient à personne. Alors, comment on rejoint le pôle Sud? Déjà, il faut savoir qu'il y a 5 villes dans le monde qui permettent de rejoindre l'Antarctique, sauf si vous avez votre propre bateau, ce qui peut être intéressant. Donc, on passe soit par la Tasmanie, la Nouvelle-Zélande, soit par l'Afrique du Sud, ou alors par 2 villes en Amérique du Sud.
Pour les Américains, donc, on part de Christchurch en Nouvelle-Zélande. Puis, si la météo est bonne, on part directement, donc, on part sur McMurdo, où on a des fois, malheureusement, pas de chance pour certains. Moi, je trouve que c'est une chance sublime d'attendre 2 semaines à McMurdo et à faire 2 semaines de rando, puisqu'en fait, du coup, on est en stand-by parce que la météo est trop mauvaise, les vents sont très, très violents. Il peut y avoir aussi beaucoup de neige, en fait. Donc, on a McMurdo et ensuite, on essaie de rejoindre le pôle sud. Donc, voilà, donc c'est un avion très particulier. Là, vous pouvez voir, c'est un LC-130, donc c'est d'un inconfort total, mais c'est très, très drôle. Pour vous donner un petit peu quelques bullet points, quelques petits points, des fun facts sur ici, le pôle Sud. Donc, il faut savoir qu'il a été atteint en premier en 1911 par un Norvégien et un mois après par un Américain en 1912, par Robert Scott. Et la première installation d'une station a été faite en 1957 ici, tout comme par exemple pour Dumont-Durville, la station française, ou la station américaine McMurdo. Ici, on est à une altitude de 2800 mètres à peu près. C'est donc très très haut au niveau du plateau de l'Antarctique, avec une variation puisque la pression atmosphérique varie durant l'hiver. Et on se retrouve des fois à 3200 mètres d'altitude, puisque du coup, la pression devient assez basse. Donc, c'est assez difficile de respirer de temps en temps. Sur un hiver à moins 60 degrés, d'ailleurs, je peux partager avec vous. Ce que c'est. Je me perds. Et donc actuellement, voilà, on est à moins 47,2 degrés. Sans le ressenti du vent, on a 3,3 de nœuds de vitesse de vent descendre nos températures. Donc, on est à moins 56 degrés. Et juste pour vous montrer que je ne mentais pas. Quand on pense à l'Antarctique, on pense à cette énorme couche de glace et on se dit, bah, en Antarctique, il doit neiger tous les jours, ça doit être invivable. Et en fait, non. En Antarctique, il neige très peu, du moins dans le centre du continent. On est à 20 cm de précipitations neigeuses par an, ce qui est rien du tout. Et on est à une équipe à peu près de 190 personnes l'été, donc de novembre à février. Et en hiver, on est autour de moins 45 personnes. Et actuellement, on est 44. Alors, la station, elle ressemble à ça. On se croit un peu dans Star Wars avec un grand vaisseau spatial. Le design est très, très classique. Il faut savoir que la station a été pensée pour pouvoir survivre à ces conditions extrêmes. Donc, elle est sur pilotis. Il y a possibilité de la surélever automatiquement à travers le temps, ce qui n'a jamais été fait d'ailleurs. Mais toute l'installation est faite. Donc, s'ils veulent, il y a possibilité de la surélever. Ce qui est le cas aussi pour la station française de Concordia. Je vous invite à aller fouiller un petit peu sur cette station aussi. Elle est merveilleuse et c'est un petit bijou d'ingénierie civile. Donc, c'est très cosy à l'intérieur, à l'américaine, donc tout en grand. Plaisir des hivernants de South Pole. Donc, on est sur un énorme gymnase. C'est l'unique station de cette taille, il faut savoir, en Antarctique. Toutes les autres stations sont très, très sobres en volume. Ici, on a beaucoup de possibilités de divertissement, on va dire. On a une salle de musique, on a une salle de muscu, on a un grand gymnase, comme vous voyez, une salle de conférence dans laquelle je me trouve, plus une autre plus loin aussi. On a aussi une serre, une toute petite serre, qui est sous protocole du traité de Washington, du traité de l'Antarctique, justement. Donc, on ne peut pas installer une serre comme on veut en Antarctique. Ce n'est pas un automatisme en disant, hop, allez, je mets une serre. Il y a des protocoles à respecter, puisqu'on est sur un territoire où on ne veut pas de plantes invasives, d'insectes aussi que l'on introduit. On a un sauna aussi sur cette station et la possibilité de camper dehors, ce que j'ai fait cet été, donc par moins 50. Alors, je vous parle un petit peu du loisir, mais l'extérieur de la station et surtout de la science. De la science avec des petits bâtiments à droite, à gauche pour différents projets de recherche. Donc, celui qu'on voit actuellement, c'est pour la NOAA aux États-Unis. Tous les programmes de recherche ici sont américains. Il y a des collaborations, bien évidemment, mais c'est très orienté États-Unis. Donc, la NOAA qui fait de la recherche en physique de l'atmosphère, changement de climat, ce qui est vraiment lié à l'atmosphère. Ce bâtiment ici, donc on voit le petit bonhomme rouge pour vous donner un petit peu la dimension des bâtiments. Donc, on a 2 télescopes. À gauche, on a
le SPT, donc South Pole Telescope, qui fait de la recherche sur le Big Bang. Et à droite, on a le télescope de l'université de Harvard, qui fait de la recherche aussi sur le Big Bang, donc sur les premières secondes du Big Bang. Donc moi, je ne travaille pas pour eux, mais j'ai beaucoup de collègues qui travaillent sur eux. Voilà. D'ailleurs, ces deux télescopes ont participé à cette fameuse photo que vous avez pu voir dans les news sur la première photo d'un trou noir, en fait, de l'horizon d'un trou noir. Et ici, c'est mon labo qui se trouve à environ 1,5 km, 2 km de la station. Donc, il faut savoir qu'actuellement, il fait totalement noir. Donc, cette photo a été prise durant l'été. Et donc, on a donc ce petit labo qui est installé plus loin. Et c'est là où moi, je travaille avec mon collègue italien. Donc, on est 2 Européens cette année sur la station à travailler en recherche. Et donc, je vais vous parler maintenant de ce projet. Alors, IceCube Neutrino Observatory, donc l'observatoire de IceCube Neutrino, qu'est-ce que c'est? Donc, l'idée de ce projet est d'essayer de comprendre de grands objets dans notre univers, tels que des trous noirs ou des supernovas, à l'aide d'une toute petite particule que l'on a du mal à détecter et qui, en fait, en réalité, on ne détecte pas. Donc, on ne détecte pas cette particule, mais on observe un autre effet qui nous permet de détecter cette particule. Donc, je vais vous en parler tout de suite, comment toute cette magie un peu opère. Donc, il n'y a rien de magique, hein, c'est que de la science, mais... Alors, quand on regarde l'univers, quand on pense à l'univers, il y a plusieurs moyens de l'observer. On peut l'observer dans le domaine du... Par exemple, donc il vous suffit de lever la tête et de regarder ce qui se passe là-haut, et vous voyez de belles étoiles et des galaxies. Donc, là, ce qu'on voit actuellement, c'est une photo de l'univers dans le domaine visible, dans l'observation. On peut aussi observer cet univers avec des ondes radio, fréquences, donc des gigahertz, et regarder un peu partout ce qui se passe, et on obtient cette image-là. Cette image-là, c'est une image de l'univers au tout début de sa création, donc du Big Bang. Donc, elle peut nous renseigner sur pas mal d'informations des premiers instants de l'univers. On peut aussi observer l'univers dans le domaine des rayons gamma, qui sont aussi qui fait partie aussi du domaine des ondes électromagnétiques. Et tout ça, en fait, c'est 75% de l'univers. Donc là, je vous ai montré que 3 photos, mais il y a plusieurs domaines dans lesquels on peut l'observer en électromagnétisme. Et en fait, l'électromagnétisme ne permet de répondre qu'à 75% de ce que l'on peut observer dans l'univers. C'est-à-dire qu'il y a 25% de l'univers qui est en fait opaque à nos observations. On n'arrive pas à voir ce qui s'y passe. Et quoi de mieux de se dire, bah, tiens, et si on ne pouvait pas observer l'univers d'une autre manière, c'est-à-dire d'une manière où on utiliserait une particule que l'on ne peut pas détecter. C'est un peu fou tout ça, mais c'est à peu près l'idée. Donc en 1930, Wolfgang Pauli a décrit, en faisant de la recherche sur la physique des particules, qu'il y avait une particule potentiellement qui existait dans l'univers, qui serait ce qu'on appellerait invisible, électriquement neutre, qui n'aurait pas de masse, qui ne serait pas absorbée, c'est-à-dire, par exemple, quand on prend de la lumière, un laser, on le pointe vers un mur, donc cette lumière va être absorbée ou réfléchie par le mur. Donc, mais là, on parle d'une particule qui va carrément traverser le mur sans même s'arrêter une seule seconde ou être freinée. Donc, elle est difficile à observer. En plus de ça, cette particule-là prend ce qu'on appelle 3 flavors, en anglais, 3 parfums. Donc, elle peut agir comme un taux, elle peut agir comme un électron ou elle peut agir comme un ion. C'est-à-dire que, imaginez-vous, vous baladez dans la ville, vous achetez une glace. Vous achetez une glace, elle est à la vanille. Vous y goûtez, elle est à la fraise. Vous y goûtez 2 mètres plus loin, elle est au chocolat. Et ben, les neutrinos se comportent de la même manière, en fait. Donc, les neutrinos peuvent avoir 3 états de fonctionnement. Et ça rend très difficile aussi l'observation de ces particules-là. Donc, quand il a décrit ces particules-là, Wolfgang Pauli a dit « I've done a terrible thing. I've postulated a particle that cannot be detected. » J'ai fait une terrible chose, j'ai postulé d'une particule en fait qui ne peut pas être détectée. Alors, je vais vous poser une petite question. Quel est le lien entre le Soleil, qui est en fait une source de fusion nucléaire, les supernovas, qui sont des étoiles qui explosent, un trou noir massif dans l'univers, et les baleines de chez Leclerc? Le lien est en fait très simple. Les 4 sont générateurs en fait de neutrinos. C'est-à-dire que les 4 génèrent en fait des neutrinos de niveaux différents, donc d'énergie différente. Les baleines de chez Leclerc, bien évidemment, génèrent des neutrinos de très très faible valeur.
et notre Soleil d'un peu plus forte valeur. Et bien évidemment, on suppose que des trous noirs et des supernovas génèrent des neutrinos de très haute énergie. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est ces neutrinos de très haute énergie. D'ailleurs, un fun fact, tous les jours, il y a 65 millions de neutrinos qui traversent votre ongle. Voilà. Donc il y en a vraiment partout des neutrinos. Donc il n'y a pas de danger. Voilà. Alors, si on récapitule, on est sur une particule qui ne peut pas être absorbée, qui n'a pas de masse actuellement, donc c'est en débat, on pense qu'elle a une très très faible masse, mais tellement faible qu'on a du mal à mesurer. Elle est électriquement neutre, et en plus de ça, elle peut agir de 3 manières différentes. Alors, comment on fait pour détecter l'indétectable? Alors, il faut savoir qu'on a beaucoup de chance. En fouillant un peu, on s'est rendu compte que les neutrinos interagissaient avec la matière et créaient ce qu'on appelait l'effet Cherenkov, c'est-à-dire un rayonnement lumineux bleu, en gros. Et c'est ce rayonnement-là que l'on va essayer de détecter. Donc, vous pouvez voir la photo en haut à droite, c'est le rayonnement lumineux, donc l'effet Cherenkov, qui se passe dans une centrale nucléaire quand des neutrinos, en fait, interagissent avec des atomes. Donc, ce qu'on va détecter, ce sont ces débris lumineux issus de la collision, en fait. Alors, nous, ce qui nous intéresse, c'est de savoir la position de ces neutrinos, de savoir donc, où ils sont, quand ils passent, et de savoir aussi cette énergie, puisque nous, on veut détecter, en fait, ces neutrinos de très haute énergie. Alors, la chance qu'on a, c'est de vivre sur une planète avec plus de 70% d'eau. Donc, c'est une super opportunité pour tous les gens qui cherchent des neutrinos. C'est que l'on peut utiliser cette grande masse d'eau pour pouvoir essayer de détecter ces collisions en fait, entre ces neutrinos que l'on ne peut pas détecter et les atomes en fait, d'eau. Alors, 2 expériences ont déjà été installées qui ne font pas partie de cette collaboration IceCube Neutrino pour laquelle je travaille, mais c'est quand même très intéressant à énoncer. C'est une qui est installée dans le lac Baïkal en Russie et une autre en Méditerranée qui est une collaboration européenne. Donc, voilà. Donc je crois que d'ailleurs les Français, on doit participer à cette collaboration en Méditerranée. Le problème, c'est que ces détecteurs qu'on a installés là-bas sont en plus de ça, ils sont installés dans une eau trouble, puisque la Méditerranée, ce n'est pas une eau transparente comme de l'eau cristalline. Et donc, on a une incapacité de détecter des neutrinos à très, très haute énergie. Alors, la chance que l'on a encore sur cette planète, c'est qu'on a l'Antarctique, qui est composé entièrement d'eau et au-dessus d'un bloc solide de terre. Et donc, qui a, en plus de ça, cette glace est transparente et donc très transparente. Donc, quand on fore à une certaine profondeur dans la glace, on obtient une glace complètement transparente. Donc, c'est une aubaine totale pour ce projet de recherche. Alors, donc on avait 3 problèmes, c'est on ne savait pas comment détecter nos neutrinos, on ne savait pas quel milieu utiliser, et maintenant, le dernier problème qui nous reste, c'est comment détecter cette fameuse lumière dans ce milieu qui est l'Antarctique. Là, c'est tout simple. Les scientifiques de l'équipe d'IceCube et les ingénieurs et techniciens se sont dit on va développer un photocapteur. Donc, les Digital Optic Modules, ce sont des énormes capteurs qui, en fait, nous permettent de détecter cette lumière bleue, cet effet de Cherenkov, dans la glace. Donc, pour ça, on ne va pas en utiliser qu'un seul, mais on va en utiliser plus de 5000. Alors, comme tout à l'heure, je vous montrais, je ne sais pas si vous voyez ma souris. Est-ce que vous voyez ma souris se balader sur mon écran? Oui ou non? Vous voyez là où c'est marqué ICL, c'est le grand bâtiment bleu que je vous ai présenté tout à l'heure. C'est là où je travaille à peu près 2 km de la station. Et bien en fait, sous ce bâtiment, sur 1 km carré de surface, cet hexagone que vous voyez en rose, on a foré en fait 86 forages d'une profondeur de 2,4 km. Donc il faut s'imaginer que c'est un projet d'ingénierie assez monstrueux. Et au bout de ces lignes, entre 1,5 km et 2,5 km, on a installé 60 capteurs par ligne. Donc, ce qui représente 5000 capteurs. Donc, c'est 5000 Digital Optic Modules que je vous montrais juste avant, qui nous permet de détecter la lumière. Et le fait d'installer tous ces capteurs nous permet d'avoir un maillage sur 3 dimensions, donc un cube en fait très profond dans la glace, et de détecter les premiers passages de lumière jusqu'au dernier passage de lumière, et donc de tracer cette provenance de neutrinos.
grâce à ça, on sait d'où viennent les neutrinos, de quelle direction viennent nos neutrinos par rapport à notre détecteur. On est aussi capable de quantifier leur énergie et de savoir leur heure de passage, puisqu'on est capable de les détecter quand. Alors, il faut savoir que quand on détecte une particule comme ça, on demande à toute la collaboration, parce qu'en fait, IceCube, c'est ce projet ici, mais c'est aussi d'autres télescopes à travers le monde qui vont travailler avec nous et on va leur dire, bon, ben voilà, on a détecté une énorme particule qui vient d'une particule de très haute énergie qui vient de cette direction. Pointez s'il vous plaît, tous vos télescopes dans cette direction et regardez s'il y a des éjections de lumière, d'émissions radio X, qu'importe en fait, mais on va demander à toute la collaboration de tourner leur télescope dans une direction et de regarder ce qui s'y passe. Donc, ça va nous permettre de confirmer ou non la présence de que ce soit de trous noirs ou de supernova. Alors, donc, comme je vous disais, on a tous ce qu'on appelle des dômes, les Digital Optic Modules, donc ces capteurs-là, qui sont installés sous la glace. Et on voit cette ligne-là, à gauche, dans cette image, sont en fait tous les capteurs qui sont sous la glace. Donc, comme je vous dis, c'est un milieu qui est très transparent. Donc, ça nous permet vraiment en fait, de détecter cette lumière. Alors, je vous disais tout à l'heure qu'on a ce problème, c'est que, pas vraiment un problème, mais c'est que les baleines de chez Leclerc, comme le Soleil, fournissent aussi des neutrinos. Et comment on ne confond pas en fait nos neutrinos provenant d'une supernova, qui sont censés de très haute énergie, et le fait que, par exemple, je me balade au-dessus du détecteur avec des bananes. Ce qui n'est pas trop possible, puisqu'en hiver, ici, on n'a pas de fruits frais. Mais bon, en fait, on va utiliser la Terre comme un filtre. Donc, la Terre est un très, très bon filtre à neutrinos. Donc, je vous ai dit que les neutrinos juste traversaient, en fait, sans prendre en compte la matière. Mais bon, s'ils sont de très faible énergie, ça ne va pas vraiment arriver. S'ils sont de haute énergie, il y a de grandes chances qu'ils traversent la planète sans se poser de questions. Et vous vous souvenez, le détecteur, il est comme ça, il est sous la glace. Et donc, en fait, un neutrino qui vient de sous l'Antarctique ou de au-dessus de l'Antarctique, c'est-à-dire du pôle nord vers le pôle sud, pour nous, c'est possible de le détecter. Et pour nous, c'est déjà une information que déjà, ce neutrino a une grande chance d'être de haute énergie. Alors, on sait que nos neutrinos, voilà, on arrive à détecter leur passage, du moins, mais comment les situer dans l'espace? Parce qu'en soi, mon détecteur, il bouge avec ma planète. On s'est rendu compte, comme je vous ai dit, que la Terre était un filtre, un neutrino de faible énergie. La Lune, c'est exactement la même chose. Donc, comme notre détecteur voit en 3 dimensions tout ce qui se passe tout autour, quand les neutrinos vont essayer de traverser la Lune, provenant par exemple du Soleil, ils vont être filtrés par la Lune et donc on va voir en fait quelque chose d'opaque. En fait, on va voir quelque chose qui va nous bloquer cette visibilité. Donc, dans nos données, on va voir ce petit point bleu que vous voyez en bas. Et en fait, on sait que c'est la Lune. Donc, on est capable de positionner la provenance de nos neutrinos par rapport à notre planète au tout début, comme je vous ai montré ici. Ensuite, on est capable de les placer en 3 dimensions dans l'univers grâce, en fait, en positionnant la Lune. Donc, on sait où on se trouve par rapport au reste de l'univers. Il faut savoir que ce projet, ça a mis 7 ans à le construire. C'était des millions de dollars pour le construire. C'est le plus gros projet de l'Antarctique en recherche. D'ailleurs, il va être étendu. Chaque forage, donc c'est 86 forages, ont pris 40 heures. Et l'installation de chaque ligne de capteur a pris 10 heures, ce qui était assez astronomique. Donc, à peu près, pour vous donner à peu près un historique du projet, la première un peu ébauche de travail de ce projet a été faite en 88. Et ensuite, on a fait des tests au Groenland et au pôle Sud pour valider un peu le concept. Dans les années, approchant des années 2000, on a construit le premier détecteur ici, avant IceCube, qui s'appelait Amanda, et qui a permis de faire des premières détections de neutrinos de basse énergie, mais toujours au moins de ce projet fonctionnel. Ensuite, en 2013, on a détecté nos 2 premières particules de très haute énergie, donc on a appelé Bert et Ernie. Et en 2018, on a identifié une source de flux de haute énergie, donc de neutrinos, en croisant ça avec d'autres télescopes qui ont pu observer d'où provenaient ces neutrinos et ont vu une source de lumière aussi, et qui provenait d'un blazar. Donc un blazar, c'est exactement, c'est ça. Donc c'est une image artistique, hein, bien évidemment. Donc c'est un trou noir dont il y a un flux d'énergie qui est dirigé en fait vers la Terre. IceCube Neutrino, je vous disais, c'est un projet de
d'astrophysique, en fait, principalement, mais on ne fait pas que ça. Aujourd'hui, on essaie de comprendre aussi la physique des neutrinos. Donc, pour ceux qui connaissent, par exemple, le CERN, qui est situé à la frontière suisse et française, on fait aussi de la physique des neutrinos aussi. Aujourd'hui, on essaie de mieux comprendre cette particule. On travaille aussi sur la matière noire. Ça a été aussi un projet de glaciologie au tout début, puisqu'il a fallu aussi forer, comprendre cette glace, comprendre comment se déplacer la glace en Antarctique pour pouvoir placer les capteurs et comprendre si ça allait avoir un effet sur notre projet de recherche aussi. Aujourd'hui, on est sur un fonctionnement du détecteur à 99%. Donc, pour un fait de telle taille, avec 5000 capteurs placés sous la glace à moins 50 degrés, constante, sans possibilité de maintenance sur ces capteurs, parce qu'on ne les extrait jamais, en fait, c'est quand même assez phénoménal. On détecte des centaines de millions de neutrinos par jour, donc de différentes énergies. Là, vous voyez, donc, tous les ans, ils recrutent 2 hivernants. Là, c'est mon collègue italien et moi. Et voilà, donc après, au niveau été et hiver, le fonctionnement est un peu différent. L'été, on a plutôt de la maintenance assez lourde sur le détecteur, et l'hiver, on a plutôt de la petite maintenance. On essaie de conserver l'état du détecteur et de pallier à des problèmes qui pourraient survenir. Alors, comme je vous disais, bon, voilà, c'est du travail d'été, de jour. On travaille dehors, quelle que soit la température. C'est jamais trop un problème. Mon collègue et moi, on apprécie plutôt profiter de l'extérieur. Alors, je vous disais que le projet va être étendu puisqu'il fonctionne très bien. Donc, la partie marronâtre et orange que vous voyez au centre, c'est la taille du détecteur, donc 1 km². Dans les prochaines années, on va densifier le centre de ce détecteur donc, avec la partie verte pour pouvoir continuer à étendre notre recherche sur d'autres domaines. Ensuite de ça, on va étendre notre détecteur sur 5 km², donc la partie bleue. Donc, on va reforer en fait sur 5 km² une tonne de lignes. Et ensuite, on va encore développer ce projet sur 20 km². Donc, vous pouvez voir tout en haut de l'image, il y a plein de petites colonnes. Ce sont des antennes radio qui vont être déployées sur 20 km² et qui vont permettre de contribuer en fait à approfondir cette recherche pour mieux comprendre les neutrinos. On va aussi développer, donc c'est déjà plus ou moins fait, des capteurs différents. Donc, vous pouvez voir à gauche le capteur nommé IceCube. C'est celui qu'on utilise actuellement. À droite, les 2 capteurs, c'est ceux qu'on va utiliser pour le développement de ce projet. Et une échelle un peu de ce que je vous parlais. Donc, on est sur un IceCube, on est sur 1 km² avec une échelle de 250 mètres, vous pouvez voir, avec une densification du centre sur 25 mètres. On va développer, donc, comme je disais, sur 5 km, donc sur l'image avec marqué 1 km, et après sur 20 km. Bon. Alors, la collaboration, ça ne se fait pas tout seul, ce genre de projet. Donc, il y a les États-Unis, il y a le Canada, mais il y a aussi d'autres pays tels que le Japon, Taïwan, l'Australie ou l'Allemagne qui est un plus grand participant du projet, la Suède aussi. Donc, chacun y apporte sa petite pierre, soit pour développer, par exemple, le capteur, soit pour le forage, soit pour le traitement des données. Voilà, et tout se partage. Savoir que l'un des aspects du traité de l'Antarctique, c'est que toutes les données sont gratuites et accessibles. C'est l'idée du traité aussi. Donc je tiens à le rappeler parce que c'est super important, parce qu'on entend souvent beaucoup de choses très conspirationnistes sur l'Antarctique, comme quoi on cache des choses. Mais voilà, donc la recherche ici est complètement accessible à tous. Voilà, donc c'est la fin pour cette présentation. J'espère que ce n'était pas trop indigeste. Et je vous invite à poser des questions, si vous en avez, à participer à cet échange. Vous pouvez aussi retrouver mes infos sur mes réseaux sociaux, donc c'est marqué en bas à droite. Voilà. Merci Wencelas pour cette présentation. C'était vraiment très intéressant, voilà, de découvrir à la fois la recherche, et puis je pense qu'on n'avait aucune idée de voilà, vivre en Antarctique, faire des recherches dans ces conditions-là. Donc, voilà, donc si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans le chat. Vous pouvez aussi les poser directement via la caméra, en fait, ou simplement en démutant votre micro. Donc, n'hésitez pas. Moi, j'en profite, du coup, j'ai une première question. Donc, du coup, est-ce que les neutrinos... Donc les neutrinos se déplacent en ligne droite en fait depuis leur supernova ou leur trou noir, ou voilà, vraiment sur des années-lumière de distance. Oui,
ça, donc on a notre source de neutrinos en fait qui va elle donc pulser en fait des neutrinos et en fait ils ne vont pas en fait interagir avec la matière. Donc s'ils traversent en fait une galaxie, une planète ou autre, ils vont fuser et continuer d'avancer. Ils n'interagissent pas aussi avec le champ électromagnétique. Donc il y a des particules par exemple. Pour vous donner un exemple, quand vous voyez ces magnifiques photos d'aurore, donc je peux vous montrer. Hop là. On vous entend plus. Vous m'entendez? Oui, vous m'entendez plus? C'est bon. Je disais que pour vous donner un peu une idée des neutrinos, je vous disais donc ils n'interagissent pas avec la matière, donc ils fusent et ils avancent. Ils n'interagissent pas non plus avec le champ électromagnétique. Donc là, la vidéo que vous voyez actuellement, donc je pense que c'est aurore, non? Vous voyez? Oui. Ouais. Du coup, c'est un phénomène en fait de particules qui vont être déviées en fait par le champ électromagnétique terrestre et qui vont atterrir sur Terre. Et donc c'est comme ça qu'on a cet effet en fait d'aurore que l'on voit ici au pôle sud. Les neutrinos, eux, clairement, ils s'en fichent, ils avancent. Ils ne sont même pas déviés par ce champ électromagnétique. Donc voilà, donc c'est un peu l'idée de ces particules. C'est pour ça que c'est aussi très difficile de les détecter. D'accord. Alors, on a une question dans le chat. Est-ce que l'enregistrement sera disponible à la revue de lecture par la suite? Oui, normalement, l'enregistrement sera disponible. Vous pouvez aussi contacter le service scientifique si vous souhaitez obtenir le lien. C'est tout à fait possible. Est-ce qu'on a d'autres questions? J'en ai quelques-unes, hein, mais je veux aussi laisser les invités les poser. Du coup, je me posais aussi une autre question, plus par rapport à la vie en Antarctique. Comment est-ce que vous gérez l'isolement, le fait d'être un peu coupé du monde pendant au moins 8 ou 9 mois? Alors, je pense qu'au fur et à mesure du temps, j'ai des collègues ici qui ont hiverné énormément. Comparé à moi, il y a quelqu'un qui n'est plus sur la station, mais qui a hiverné 14 fois, un Allemand. Et donc, passé 14 années en Antarctique. Je pense que dans un sens, on s'habitue, donc on apprend, c'est comme un métier. C'est un métier. C'est un petit peu comme les pêcheurs qui partent en mer pour 6 mois ou 3 mois, qui finalement, ça devient leur train de vie. Donc bien évidemment, c'est jamais très facile. On est loin de la famille, on est loin des amis. Ça, c'est par moments très très lourd, dans le sens où c'est pesant parce que il peut y avoir des naissances, des décès, des événements heureux auxquels on n'est pas présent. Même sur les non-événements heureux, en fait, juste le quotidien, le fait de pouvoir se voir, d'aller au restaurant ensemble, c'est assez, ouais, c'est parfois très difficile. Les petites choses de la vie du quotidien, ici, on ne peut pas faire de vélo, par exemple. Ça me manque énormément, je fais énormément de vélo, donc en fait, je ne peux pas faire du vélo dans les couloirs. La serre que l'on a ne remplace pas une vraie forêt, en fait. Moi, j'ai même beaucoup de mal, en fait, à m'attarder devant la serre et à prendre du plaisir à regarder cette plante par nostalgie, puisqu'en fait, ça ne remplace pas une forêt, ça ne remplace pas un jardin, ça ne remplace pas du temps dans un parc avec des amis. Euh, Ça reste quand même très difficile sur ces points-là. Après, avec le temps, on apprend à vivre ça, tout comme en fait un marin vivrait en fait son expérience loin de chez soi en fait. Donc voilà, je dirais que après c'est dépendant de chacun. Il y en a qui ont des manques un peu différents. Culturelle américaine, c'est très compliqué parce que quand on vit aux États-Unis, j'ai vécu aux États-Unis, du coup, c'est toujours possible d'aller au supermarché et de cuisiner pour soi-même ou d'aller dans un restaurant ou ainsi de suite. Là, on a une cafétéria qui cuisine pour nous, on a de la chance, on cuisine très bien, mais il y a toujours un peu de nostalgie de chez nous. Donc, moi, j'ai 2 galetiers ici que j'ai ramenés en tant que bon breton et je fais des crêpes de temps en temps le week-end et des galettes. Voilà, c'est comme ça qu'on pallie un petit peu à la nostalgie de l'éloignement.
D'accord. Et on a du coup un commentaire dans le chat. Je vais vous le lire. Just a comment. When talking about neutrino physics experiments based on accelerators, it would be better to refer to Fermilab just outside of Chicago rather than CERN. Fermilab provides the most powerful beam of neutrinos in the world. Donc, je vais juste traduire si jamais il y a besoin. Donc, juste un commentaire. Lorsqu'on parle des expériences de physique sur les neutrinos basées sur des accélérateurs, ce serait mieux de se référer au Fermilab juste en dehors de Chicago plutôt que se référer au CERN, puisque le Fermilab a le faisceau de neutrinos le plus puissant au monde. Alors, oui, mais en fait, on ne fait pas, comme je disais, IceCube, on essaie de détecter des neutrinos de très haute énergie. So I don't know if you want me to answer in English or in French. So I will answer in French, I think so, because I guess that person understood the presentation in French. So French is fine. Okay, thank you. Merci, Daniel. Donc, en fait, on fait aussi de l'étude de neutrinos atmosphériques, qui sont des neutrinos pas de très basse énergie, mais de plus basse énergie, en fait, que ces neutrinos provenant de trous noirs ou de supernovas. Donc, en fait, c'est aussi pour ça que j'ai référé au CERN, parce qu'on a aussi des travaux qui sont similaires. Et je pense qu'il y a aussi des francophones dans cette présentation. Et c'est vrai que le Fermilab aussi travaille sur des domaines similaires. Mais c'était pour donner une référence aussi un peu européenne, puisque la présentation est très, très américaine dans ce projet. J'espère que ça répond un peu pourquoi j'ai donné cette référence. Mais merci pour la référence de Fermilab. Merci. Alors, est-ce qu'on a d'autres questions? No hard feelings. Merci. Il y a aussi une chose qui m'intrigue par rapport à cette vie aussi en Antarctique. C'est quelque chose que j'ai entendu, c'est que on compare en fait le fait de vivre, notamment pour les hivernants, avec un peu les astronautes qui se retrouvent dans l'ISS pendant 6 mois et qui sont, dans les deux cas, il y a cet isolement, ce fait d'être un petit peu loin de tout. Donc, est-ce que c'est quelque chose que, est-ce que vous trouvez que c'est pertinent? Alors, en fait, on m'a beaucoup posé cette question depuis le début où je pars en fait en Antarctique ou dans les terres polaires. Partiellement pertinente. Donc, il faut savoir qu'on a la chance, dans mon dernier hivernage, donc à Concordia, il y a une tradition, c'est de faire un Skype avec l'ISS dès qu'on a un astronaute en fait, européen sur l'ISS. Donc, pour ma part, quand j'étais à Concordia, donc sur la station franco-italienne, notre Skype s'est fait avec Alexander Gerst, qui était un astronaute allemand. Et en fait, on n'avait pas d'astronaute sur l'ISS même, européen, donc il était à Cologne. Mais il a pu en fait nous répondre à certaines de nos questions, et justement, on a pu échanger sur ce domaine-là, sur cette question, puisqu'elle revient fréquemment de notre côté. Et en fait, ce qu'on a appris, c'est que Alexander Gerst, qui est donc un astronaute allemand, comme je disais, c'est un ancien participant de missions polaires. Il y a beaucoup de gens qui ont travaillé dans le domaine polaire, qui sont très intéressés par l'ISS ou par travailler avec l'ESA ou la NASA. Et donc, il y a un lien entre les deux. Il y a aussi beaucoup de recherches qui sont faites en Antarctique, par exemple à Concordia. Ça a été fait au sud aussi. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas, mais il y a beaucoup de recherches sur l'isolement futur pour Mars et la Lune. Donc, à Concordia, par exemple, il y a une douzaine de programmes de recherche, je crois, auxquels j'ai participé, que ce soit sur la perte d'odorat, la perte de goût. À Vostok, les Russes étudient la perte de vision. Parce qu'on sait qu'en très haute altitude, en plus de ça, avec l'isolement, plein de choses, le manque de stimulation, le fait qu'il y a 6 mois de nuit, 6 mois de jour, comment cela affecte la vision. Ça paraît toujours aussi drôle sur le rapport à la sexualité aussi, puisqu'en fait, on est en isolement total pendant 1 an. Donc ça, c'est étudié pour les astronautes sur nous. Donc on répond à des questionnaires, ce genre de choses. Sur le harcèlement aussi, puisqu'on est dans un tout petit milieu clôturé entre nous tous. Alors,
j'avais entendu un astronaute une fois dire, alors je ne sais plus qui c'est, mais qui disait que, je crois que c'était Thomas Pesquet qui avait dit ça à une mission de Concordia, qui disait qu'en fait, c'était bien plus dur pour lui d'hiverner à Concordia, de passer un an enfermé à 12 personnes dans 2 grosses boîtes de conserve au milieu de l'Antarctique, loin de sa famille, que 6 mois là-haut, où en fait, on ne passe que 6 mois. Il faut savoir que sur l'ISS, donc ce n'est pas un concours de héros, hein, c'est juste pour préciser un peu les nuances. Sur l'ISS, si vous avez une urgence médicale monstrueuse, vraiment insolvable là-haut, médicalement, par exemple, vous avez votre premier hôpital qui est à 72 heures de voyage. C'est-à-dire vous montez dans un Soyuz et en gros, c'est un peu l'idée. Il faut savoir qu'à Concordia, il n'y a jamais eu, en 18 missions, il n'y a jamais eu de rescue envisagé de personnes durant l'hiver. C'est-à-dire que si vous arrive quelque chose sur la station Concordia franco-italienne, on vous opère sur place. C'est soit un médecin généraliste, soit un urgentiste, ça dépend de ce qu'il y a cette année-là, mais c'est lui qui fera le travail avec à côté l'électricien, le plombier, l'électricien que j'étais, qui va aider à tenir les constantes, à vérifier les constantes et ce genre de choses. Ça s'est passé durant mon premier hivernage où on a eu un couteau à travers la main, on a eu une appendicite, on a eu, je ne sais plus ce qu'on a eu d'autre. Le couteau, c'était un accident, je précise. Et tout ça, ça a dû être fait sur place, en fait. Donc, l'appendicite, c'était géré médicalement, de manière médicale, avec des médicaments. Ça se gère très bien de cette façon-là. La chirurgie de la main, ça a été faite par un médecin généraliste de la station, qui n'était pas chirurgien de la main, qui a fait du super travail. Il a récupéré toute sa main sans problème. Donc voilà, ici à Pôle Sud, sur 60 missions, il y a eu 2 extractions d'hiver, je crois. Donc 2 fois, on a réussi à envoyer des avions d'hiver pour récupérer des gens. Une année, il y a eu un médecin ici, donc il y a un médecin et un PA, Physician Assistant, je crois en anglais, donc un peu l'équivalent de notre infirmier en France, un peu raidé, et qui en fait, donc il y a eu la médecin une fois qui a eu une suspicion de cancer du sein, et c'était bien un cancer du sein, donc elle avait fait des recherches sur elle-même, elle a conclu qu'elle avait un cancer du sein, et donc ils n'ont pas pu atterrir pour l'extraire. Et ce qu'ils ont prévu, parce qu'ils n'ont même pas envisagé d'atterrir, tellement il fait froid, tellement c'est impossible. Il faut savoir qu'il fait nuit totale. Comment vous atterrissez sans savoir où est le sol, par exemple? C'est très compliqué. Les fois où ils ont fait un atterrissage pour récupérer quelqu'un, ils ont attendu la pleine lune pour pouvoir un minimum de visibilité, pour voir la neige au sol, pour atterrir et ne pas se cracher, en fait. Et en fait, ils lui ont parachuté de quoi faire sa chimiothérapie en fait, sur le terrain. Donc, elle a fait sa chimio toute seule. À Vostok, il y a un médecin, il a eu une appendicite, il s'est opéré tout seul de l'appendicite. C'est très documenté sur Internet. Donc, il s'est ouvert le ventre tout seul et il a été assisté par les hivernants qui étaient avec lui. Donc, à Vostok, ils sont 13. Voilà. Donc, il faut savoir qu'ici, on est 44. Donc, l'approche ISS est quand même très, très lointaine, à part sur le côté médicamenteux, côté médecine. Mais on a quand même un très, très, très grand confort. Donc, moi, je ne ferai pas le lien avec ici et l'ISS. Par contre, les autres stations qui sont très, très éloignées, je pense que pour avoir vécu Concordia et savoir comment vivent mes collègues russes à Vostok, on est sur une autre dimension, quoi. Je pense qu'il y a beaucoup plus de confort sur l'ISS qu'à Vostok. Mes réponses sont un peu longues. Merci beaucoup pour ces réponses détaillées. Enfin, c'est vrai que ça, c'est des choses auxquelles on ne pense pas, la santé, la médecine, tout ça. Donc, on a des questions du coup dans le chat. Déjà, une première question. How can you speak about research in French? I assume that most of your work is conducted in English, at least when in Wisconsin. Donc, comment est-ce que vous pouvez parler de votre recherche en français? J'imagine que la plupart de vos recherches sont faites en anglais, au moins quand vous êtes dans le Wisconsin. Alors, je ne suis pas sûr de comprendre à 100% le fond de la question. Je vois 2 sens dans lesquels y répondre. Dans un sens, pourquoi en parler en français alors que tout se passe en anglais? Pour moi, l'idée, c'est, je suis très attaché à la vulgarisation scientifique et à l'idée de partager. Et donc, pour moi, il n'y a pas trop de barrière de la langue. Si je sais parler une langue, il n'y a pas de problème pour en parler dans cette langue-là, dans le sens où, pour moi, il est important de toucher le plus de gens possible. Il y a beaucoup de gens qui sont francophones et qui ne parlent pas anglais.
Et je trouve que c'est aussi leur montrer une importance de le côté très international en fait des recherches. Ici, je suis français, je travaille avec un Italien sur un projet dont la France ne collabore pas dans ce projet-là. L'Italie collabore à un très très petit niveau, mais il n'a pas été recruté à travers le processus italien. Il a été recruté par les Américains. Donc on voit que la perte de nationalité dans cette dimension de la recherche et à tous est hyper importante en fait. Et donc pour moi, ça me paraît important, si j'ai une proposition dans une langue que je peux parler, de partager ce domaine. Parce que là, pour moi, j'ai un enthousiasme fort en fait de partager ce domaine-là. L'autre manière dont je vois répondre à la question, c'est est-ce que c'est difficile de parler d'un sujet scientifique quand on a travaillé dans ce langage en fait en anglais et qu'il faut en parler dans. Je trouve ça beaucoup plus simple d'en parler en français parce que naturellement c'est ma langue maternelle et parce que j'ai l'impression des fois d'être plus pointu en français parce que j'ai une diversité de mon vocabulaire qui est beaucoup plus grand en fait en français, donc je peux pointer du doigt plus facilement ce que je veux, alors qu'en anglais, tous ces mots, je les ai appris. Et donc, si j'ai une notion que je ne connais pas ou qui est plutôt plus faible, ou je suis plus faible d'un point de vue vocabulaire scientifique, ben, la précision peut amener à confusion. Et donc, je ne sais pas si ça répond à la question, mais... Ah, ok. Interpretation was what I meant. Très bien. Alors, on a aussi deux questions de néophytes, pardon. Non, mais au contraire, hein, on est ravis que vous posiez des questions. Est-ce que l'étude des neutrinos permet de mieux connaître le Soleil, voire de prévoir ses variations d'activité et un éventuel impact sur notre planète? Alors, en réalité, je vais répondre, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je n'ai pas toute la connaissance de la collaboration IceCube. Comme je vous ai dit, certains travaillent sur la matière noire, d'autres travaillent sur la physique des particules, ce qui est deux domaines complètement différents. D'autres vont travailler sur les neutrinos de très haute énergie. Et donc, cette question, j'aurais vraiment du mal à y répondre et je ne préfère pas répondre à des choses auxquelles je ne sais pas. Ça arrive de ne pas savoir. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est qu'en ayant travaillé à Crozet, donc ça, l'archipel de Crozet, quand je travaillais donc, avec les manchots au début de la présentation, et quand je travaillais à Concordia, je travaillais pour l'Observatoire de géomagnétisme de Strasbourg, qui possède plusieurs observatoires de géomagnétisme un peu partout éparpillés sur Terre, et qui fait partie d'un énorme réseau international, un nombre assez monstre d'observatoires en géomagnétisme. Et ces observatoires permettent d'étudier la magnétosphère, qui est en fait la bulle magnétique qui est autour de la Terre, plus ou moins une bulle un peu distordue. Et donc, cette étude, en fait, ces études de géomagnétisme, en fait, permettent de comprendre l'interaction entre les effets solaires et la protection magnétique qu'il y a autour de la Terre. Donc voilà, c'est l'une des manières dont je peux répondre à cette question, c'est qu'il y a des manières d'étudier ces variations en fait d'activité solaire sur la Terre et l'impact que ça a sur notre planète, mais je ne sais pas si les neutrinos sont une source d'études pour ce domaine. Voilà. Merci du coup pour cette réponse. Et du coup, oui, il y a une deuxième question. Comment identifier l'étoile à l'origine de l'émission d'un neutrino? Alors, il faut s'imaginer que, je vais essayer de repartager ma présentation. Voilà. Est-ce que mon écran est partagé ou pas? Oui, on le voit. Donc, en fait, comme je disais tout à l'heure, on détecte donc, le passage de neutrinos au fur et à mesure, on détecte cet effet de Cherenkov, donc cette lumière bleue qui va se propager à travers le détecteur. Et donc, comme on est capable de détecter cette propagation de lumière, on est capable par modélisation après informatique de tracer donc, le passage de cette particule. On a cette particule donc, qui traverse notre détecteur d'une manière très aléatoire d'un point de vue humain. En fait, on modélise un trait, en fait, le trait rouge que vous pouvez voir. Donc, on sait d'où vient notre particule.
Et là, en fait, on n'est pas seul. En fait, IceCube, c'est pas juste nous en fait en Antarctique. C'est aussi une collaboration de plusieurs télescopes. Donc, on a les télescopes qui sont dans le désert d'Atacama au Chili. Donc, ce n'est pas les nôtres, mais ils participent à ce projet. On en a d'autres ailleurs dans le monde. Et en fait, on leur dit, bon, voilà, nous, on détecte une particule. Il y a de grandes chances qu'on détecte les neutrinos avant l'apparition de phénomènes lumineux ou radio. Ça peut paraître contre-productif puisque la lumière, rien ne va plus vite que la lumière. Je ne vais pas rentrer dans le détail de physique à ce niveau-là. Et donc, du coup, on leur demande de pointer tous leurs télescopes dans cette direction. Ils regardent ce qui s'y passe. Et en fait, de temps en temps, ils peuvent détecter une source d'énergie, que ce soit lumineux ou autre. Et en fait, c'est comme ça qu'on va caractériser ce qui va se passer par là-bas. On a des études d'astrophysique qui nous permettent de savoir, ou du moins de mettre l'hypothèse que certains éléments, très grands éléments dans l'univers, produisent certains phénomènes. Et donc, par concordance de ce genre de choses, on sait aussi que, par exemple, on sait déjà que certains objets existent dans l'univers. Et donc, quand c'est la seule source possible et potentielle probable d'origine de nos neutrinos, et elle est identifiée en fait comme génératrice de ces neutrinos. Voilà. Je ne sais pas si, j'espère que ça répond à la question. Merci pour votre réponse. Alors, on a aussi une question, oui, à propos de la rediffusion. Bonjour, mes conditions d'écoute ne sont pas optimales. Pourrais-je écouter la conférence en rediffusion? Merci beaucoup pour la présentation. Oui, la vidéo de la présentation sera disponible, il me semble, sur le site de France Science. Si jamais vous avez du mal à la trouver, vous pouvez envoyer un mail au service scientifique de Chicago et puis on pourra vous l'envoyer. Voilà, donc là, Guillaume nous dit que voilà, il a bien compris la réponse. On a un autre commentaire du coup. It's almost impossible for me to speak about my work in French. Sometimes I just do not know the words even though I was born and raised in France. So it would be very difficult for me to give a talk like yours in French. I was just curious. Donc c'est presque merci. impossible. Je prends ça comme un compliment. C'est gentil. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions? Voilà, vous pouvez les poser dans le chat. Vous pouvez aussi les poser par vidéo. Hein, c'est tout à fait possible. Donc, je pense qu'on a fait le tour des questions. De toute façon, donc, comme je l'ai dit, la vidéo sera disponible en replay, entre guillemets. Donc, merci en tout cas à toutes et à tous de nous avoir rejoints pour ce Café des Sciences. On espère que ça vous a plu, que vous avez appris des nouvelles choses. En tout cas, voilà, moi j'ai trouvé que le sujet était vraiment passionnant. Donc merci à notre intervenant Wencelas Marissante d'avoir fait cette présentation. Merci pour l'invitation. Merci à tous d'avoir été présents. Personnellement, j'étais très content de pouvoir partager avec vous ce que je fais ici et d'essayer de vulgariser un petit peu le domaine. J'espère que je n'ai pas trop bafouillé. On était très contents en tout cas de découvrir vos recherches et puis voilà, cette vie en Antarctique qui est vraiment très différente de ce qu'on peut imaginer. Donc merci à toutes et à tous. Merci.